Bonjour, c'est Stéphane de spikeseduction.com. Vous vous apprêtez à écouter l'enregistrement du séminaire qui était consacré à toutes ces fausses croyances et croyances limitantes transmises par nos parents. Au programme du jour, la chasse aux aliens, une explication sur cette chose étrange que j'ai appelée les GQR, un nouveau regard sur la gratification, sur l'amitié, les relations sociales, ainsi que la femme Lego. Oui, donc je vais vous donner un truc pour que cette journée se passe vite. C'est-à-dire se passe bien, donc se passe vite. Il ne faut surtout pas que vous pensiez que ça va durer 6 heures. Voilà. Donc pensez-y un bon coup, très fort, dès maintenant, vous dites putain, 6 heures d'affilée. Voilà. Et maintenant, vous évacuez totalement cette idée de votre tête et vous verrez, en n'y pensant pas et en pensant simplement à ce que je suis en train de dire et en vous demandant ce que je vais dire après, ces 6 heures vont passer aussi vite que les 3 heures habituelles. 3 heures qui de toute façon sont toujours 4, donc vous verrez bien qu'entre 4 et 6, ça sera plus ou moins pareil. Et trêve de plaisanterie, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. Les nouveaux, ne vous sentez absolument pas, en retard ou quoi que ce soit, puisque le séminaire d'aujourd'hui va se servir, utiliser, aborder des notions dont vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir suivi les années précédentes pour prendre le train en marche. Donc n'ayez aucune anxiété ou stress par rapport à cela. Je vous rappelle que vous pouvez taper ou écrire ce que vous voulez, mais ne pas enregistrer. Et pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, ce séminaire ne contient pas, donc au moins ça sera clair entre nous dès le début, ce séminaire ne contient pas à proprement parler de ce qu'on pourrait appeler des techniques de séduction. On va parler d'un million de choses. Les choses dont je vais vous parler vous seront, je l'espère, autant utiles qu'elles l'ont été pour moi. Elles seront peut-être encore plus utiles que des techniques de séduction parce qu'elles seront utiles sur la durée. Et d'ailleurs, durée versus immédiat, on en parlera dans le paragraphe... Bon, je vous écrirai le plan. On en parlera dans le paragraphe qui parle de gratification immédiate versus gratification différée. Bien, le plan. Donc j'ai 10 pages de contenu, des pages en police 11, pas en police 23, assez dense à vous transmettre. Ceci ne pourrait évidemment pas se faire sans plan. Et le plan, j'ai voulu le conserver relativement simple. Matin. Bon, l'intro, je ne vous la note pas. Alors, ABC. A, c'est apprendre à se connaître. 1. Comportement et stratégie. 2 points, la chasse aux aliens. Alors oui, je sais, j'ai modifié le plan par rapport à l'annonce du séminaire. Non, ce n'est pas mal, au contraire, c'est très bien. Si jamais vous aviez imprimé la page, vous avez réservé en disant « moi je veux exactement ça et je vais cocher chaque case », sachez que c'est inutile. Évidemment que j'ai pensé à la chose, je pense que le plan que je vous propose va plus insister sur les points importants. Et donc voilà, il y a quelques modifications, mais vous verrez que l'esprit est respecté. La chasse aux aliens. 2, application pratique. 3, nouveau regard sur la validation. 2 points, la gratification. B, penser comme les GQR. Qu'est-ce que les GQR? Les gens qui réussissent. Les gens qui penser comme les gens qui réussissent. 1, point commun aux GQR. Oui, vous allez l'entendre beaucoup cette expression, donc je me suis permis de la résumer. Je sais que ça fait un peu nerd, mais sinon ça aurait vraiment, à la fin, vous n'en auriez plus supporté le mot. Point commun au GQR. Écoutez, autant pour moi, il n'y a qu'un seul point en fait dans le B. C'est visualisation. Oui, parce qu'il y a plusieurs sous-points. C'est visualisation. 1, trouver son modèle. Et 2, revivre les situations d'échec. Alors, donc je vous le dis tout de suite, vous allez bouffer le plus dur au début. Cet après-midi, ça sera du pain blanc. Votre pain noir, il est là. Là, il y a un peu de théorie. Alors, je fais comme les spectacles de Lucchini, il met le difficile au début. Puis dès qu'on commence à s'endormir un petit peu, hop, il vous rattrape. Donc là, ça va être un tout petit peu théorique dans le point 1. Mais j'avais 2 choix. Soit j'avais le choix de vous faire tout de suite l'application pratique dont je vais vous donner un aperçu. L'application pratique, c'est ça en fait. Ça va consister à répondre à 2 questions qui sont, qui suis-je et qu'est-ce que je recherche. Et pour répondre à ces questions, il va falloir remplir des cases. Je m'épanouis dans, pour rayonner, j'ai besoin de, comment j'apprends, comment je m'enrichis, comment je réagis à quel stimuli, etc. Voilà. Ça, c'est l'application pratique. J'avais 2 choix. Le premier choix consistant à vous la donner d'entrée de jeu et donc à faire ressembler ce séminaire à un cahier de vacances passeport. Vous savez, ce qu'on faisait semblant de faire le matin des vacances d'été
où il y avait tellement de pratiques, tellement d'exos, que finalement on se rendait compte qu'on pouvait assez facilement leurrer nos parents en gribouillant un peu partout, parce qu'ils n'arrivaient pas à vérifier en fait les résultats, enfin les miens en tout cas ne pouvaient pas savoir si ce que j'écrivais était juste, en tout cas en maths et dans ce genre de matière-là. Donc il suffisait de mettre beaucoup de crayons et ils pensaient que je l'avais fait. Donc ça aurait été la méthode un peu facile. Et il y a la méthode où j'ai vraiment envie que vous compreniez en fait le cheminement logique. Donc j'ai vraiment envie que vous compreniez la logique. Et à propos de logique, à propos de notes et à propos de tout ça, je vais vous donner, avant de commencer par la partie qui s'appelle dire et faire, je vais vous donner le même conseil que m'avait donné mon directeur de DEA à Sciences Po et que j'avais pas beaucoup écouté à l'époque. Vous savez que la sociologie, en tout cas telle que je l'ai appris, se fait par entretien. Et vous savez que les entretiens, il y a une partie qui est très très sympa, c'est de poser des questions aux gens. Il y a une partie qui est moins sympa, c'est qu'il faut écrire leurs réponses. Et moi, j'avais tendance à faire parce que je suis assez fainéant, comme vous le savez, j'avais tendance à faire quelque chose qui est à filtrer ce que la personne disait, ce qui dans ce que la personne disait ne m'intéressait pas, et donc à écrire que ce que mon instinct me disait, ça va te servir. Donc ça me permettait d'écrire moi. C'est une grosse connerie. C'est une grosse connerie et je vous la déconseille avec beaucoup d'empathie. C'est-à-dire que je suis conscient que vous allez avoir beaucoup de notes à prendre aujourd'hui si vous voulez les prendre effectivement. Vous ne pouvez pas savoir à l'avance ce qui va vous servir. Le moment où votre esprit va travailler sur ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est pas maintenant. Votre esprit, il travaille pendant que c'est un peu le rêve éveillé. Vous allez penser à ce qu'on a dit là pendant vos vacances, pendant une soirée, pendant que vous faites la cuisine, pendant que vous dormez, pendant que vous vous grattez l'oreille, pendant que vous vous ennuyez devant un DVD avec votre copine. Vous ne pouvez pas choisir les moments où votre cerveau va se mettre à processer l'information et vous ne pouvez pas non plus choisir ce dont il a besoin pour vous amener à vos propres conclusions. Et en général, c'est comme la tartine beurrée qui tombe du mauvais côté. Vous allez toujours avoir besoin du truc que vous n'avez pas noté ou que vous n'avez pas écouté. Donc vous ne savez pas a priori. Je vous encourage fortement, aussi mécanique et aussi robotique que ça puisse paraître, à prendre les notes exactement comme Nicolas. C'est-à-dire qu'il note tout. Bon, même trop, hein, par moment, ça fait un peu peur. Mais il part d'un principe. Et d'ailleurs, il est prof, donc c'est pas totalement étonnant. Ça veut dire qu'il a compris ça. Vous ne pouvez pas savoir a priori, quelle que soit votre intelligence, ce qui va vous servir à aboutir à la conclusion qui pourra peut-être changer votre vie. Donc ne triez pas quand vous l'entendez. Ne vous dites pas, bon là, je commence à avoir une crampe à la main. De toute façon, ce qu'il dit là, ça ne me concerne pas. Je noterai la suivante. Vous ne le savez pas maintenant. Alors, 1. Comportement et stratégie, la chasse aux aliens. Pour ceux qui se diraient que le séminaire n'a pas encore commencé, c'est une erreur. C'est bien longtemps qu'il a commencé, il y a déjà pas mal de conseils intéressants. Alors, je vais vous raconter une après-midi horrible. Une après-midi absolument horrible qui m'est arrivée en 2002. C'était vous voyez, quand la saison quand le printemps est déjà bien avancé, quand l'été approche et quand vous avez encore cours. Vous connaissez cette sensation ? Alors le matin, c'est pas désagréable parce que le jour se lève plus tôt, on se lève, il fait relativement bon, pas encore trop chaud. Par contre, le moment où on fait comme Alain est en train de faire maintenant, là, c'est-à-dire de bâiller en sortant la panse de son jean, c'est le début d'après-midi. Et je redoutais tous les débuts d'après-midi en 2002, c'était pendant mes études de sociaux, parce que il fallait vraiment que le prof se déchire en termes de rythme, d'interactivité pour arriver à captiver mon attention à cette période de l'année. Surtout que si vous êtes déjà passé par Saint-Germain vers les mois de mai-juin, je sais pas si vous voyez la proportion de jolies filles en fait dans les rues, c'est environ une par seconde, au pire une toutes les 2 secondes, et on était au rez-de-chaussée, donc ça passait. Donc si vous voulez, toutes les caractéristiques étaient réunies pour faire que mon attention soit la plus difficile au monde à captiver. Si on rajoute à ça que c'était un jeudi ou un vendredi, je pense que vous comprenez le niveau d'inattention absolue que j'avais en arrivant à ce cours. Est-ce que cette inattention a réussi à être levée ? Le professeur du jour, parce qu'il y avait des intervenants extérieurs, forcément, était un sociologue suédois dont j'avais jamais entendu parler, dont je me souviens même plus du nom. Et je vous avoue que j'ai eu la flemme de retourner à la cave chercher les cahiers pour noter son nom, donc vous me pardonnerez. De toute façon, c'est pas très utile. Donc ce type avait été dépêché, donc invité de Suède pour la journée
Ah oui, c'était un vendredi, parce qu'il avait dû vouloir se faire son week-end à Paris. Voilà. Donc c'était un week-end. Donc, pour le week-end, tout frais payé, ce que je trouvais à l'époque quand même assez couillu, pour venir nous délivrer un message, apparemment, qui était le cœur de son travail. Et donc on était dans un état d'attente, mi-indolent, Et je vais vous dire la phrase avec laquelle ce type est arrivé vers 14h05, 14h10, après un bon repas. On était éclatés, on était fatigués, il faisait chaud, il y avait des jolies filles partout par la fenêtre, etc. Et ce type est arrivé et n'a même pas ménagé le suspense ou créé le suspense. Il nous a dit tout de suite le résultat de son travail. Bon, il ressemblait à rien, comme tous les sociologues, donc je ne vais pas vous décrire physiquement, ça ne vous avance pas beaucoup. Niels quelque chose. Alors, il avait le tableau tout pour lui. Il a fait ça. C'était en anglais, mais je vous l'ai fait en français. Il a dit, il y a ce que les gens disent, il y a ce que les gens font, et c'est pas la même chose. Hop, et voilà. Et j'ai fait exactement la même tête que vous êtes en train de faire. J'ai fait la même tête que vous êtes en train de faire parce que j'avais mal écouté ce qu'il a dit. Ceci n'est pas l'aboutissement d'un travail ceci n'est pas une conclusion. Ceci n'est pas un outil utile en tant que tel. Ceci est le début d'un travail. Ceci est le début d'une réflexion. Ceci est un tournevis. Ceci est une clé à molette. Une clé à molette en tant que telle, ça ne sert à rien. Vous ne savez jamais où la ranger, vous ne savez jamais où la trouver. Mais sans clé à molette, on n'aurait pas de pont, on n'aurait pas de voiture, on n'aurait pas d'immeuble, on n'aurait pas de clim. Ceci est l'outil par lequel on va commencer ce séminaire. Et ceci est l'outil dont on va tirer tous les points suivants. Déjà, vous avez certainement envie de questionner un petit peu l'outil. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire de dire ce que les gens disent et ce que les gens font. Il y a exactement la même différence entre ce que les gens disent et ce que les gens font que la différence qui existe entre ce qu'on vous vend d'un job pendant un entretien d'embauche et la réalité de ce job quand vous y êtes. Pas vrai, Pierre-Yves, qui a été embauché récemment suite à un atelier Dream Job. Alors toi qui as été embauché récemment, tu te souviens donc exactement de la description du poste telle qu'on te l'avait faite pendant ton entretien. Maintenant, tu vis la réalité. Il n'y a pas un petit écart ? Très grand. Deuxième exemple, deuxième métaphore pour que vous saisissiez la différence. Qui travaille dans une entreprise ou a déjà travaillé dans une entreprise ? Ok. Qui a déjà vu un léger écart entre l'organigramme de son service tel qu'il est affiché contre le placard ou contre le mur ou dans le bureau du directeur ou je ne sais quoi, et le fonctionnement réel du service tel que vous le vivez. Voilà. Et ça, c'est la différence entre ce que les gens disent et ce que les gens font. Donc vous voyez, cet outil, il n'est pas tout à fait anodin. Mais je suis conscient que pour l'instant, avec une clé à molette, on ne peut pas encore construire grand-chose. Il nous faut le reste du matériau. On y arrive. Le concept du dire versus faire, donc ce truc-là, non seulement c'est puissant, vous allez le voir, mais surtout c'est très piégeux. Ça m'a fait penser à une espèce de ravin dont vous sauriez qu'il est là, vous savez exactement qu'il ne faut pas marcher dedans, vous savez exactement quelle en est la pente, vous savez exactement à quelle distance il se trouve de vous, mais vous ne pouvez pas vous empêcher d'y tomber. A fortiori, quand derrière le dire, il y a une femme. Parce que je n'ai pas oublié qu'on va parler de séduction quand même. Je ne suis pas complètement déconnecté. A fortiori, quand derrière le dire et le faire, il y a une femme, et a fortiori, quand votre niveau d'intérêt pour elle commence à monter. Là, séparer le dire du faire, en gros, séparer les mots des actions, ça devient une intense épreuve de force. Je vous en donnerai d'ailleurs un exemple tout à l'heure dans la partie sur la dualité féminine. Ça, c'est cet après-midi, donc si vous ne la trouvez pas dans le plan, c'est normal. Alors, maintenant, on va trouver le premier boulon. Pour essayer de construire quelque chose. Là, vous avez la clé à molette. Maintenant, le premier boulon. Le premier boulon s'appelle les récurrences. Les récurrences, ça consiste à se dire que, bon, si vous avez suivi ce brillant théorème, vous vous doutez qu'il va être plus intéressant de regarder ce que les gens font que d'écouter ce qu'ils disent. Là, je ne vous apprends pas grand-chose. Mais justement, regardez ce que les gens font, puisque c'est ça qu'il faut faire, c'est pas tout à fait aussi évident à dire qu'à faire, ou plutôt, c'est pas donné à tout le monde, a priori. C'est donné aux gens qui ont la bonne paire de lunettes, je veux dire par là, à ceux qui savent où regarder. Et à propos de savoir où regarder, dans la partie consacrée aux bonnes pratiques des GQR tout à l'heure, des gens qui réussissent, on verra l'importance de savoir où reporter son regard. Là aussi, on va le faire par métaphore. Vous connaissez cette phrase
que tout le monde connaît sans vraiment ne s'être jamais reconnu dedans, qui dit quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Vous avez tous entendu. Eh bien, j'en ai fabriqué une autre. Alors, elle est un peu moins métaphorique, mais elle est beaucoup plus utile que la première. Et vous pouvez même la noter. Quand l'idiot regarde un fait et fabrique des explications, quand l'idiot regarde un fait et fabrique des explications, le sage cherche des récurrences et les explications viendront plus tard. Ça, c'est votre premier boulon. Quand l'idiot regarde un fait et fabrique des explications, ou cherche des explications, si vous voulez, mais à force de les chercher, on les fabrique. Le sage cherche des récurrences et les explications viendront plus tard. Tout ce que je vous dis là, vous en aurez évidemment besoin pour le petit 2 application pratique. Ça va sans dire. Donc si vraiment... Je suis conscient que c'est théorique, je suis conscient que ça vous paraît un petit peu étrange. C'est bien pour ça que je l'ai mis au début, c'est quand vous avez votre attention la plus forte. Si néanmoins, malgré le fait que j'ai décomposé, vous êtes totalement perdu, vous avez le droit de lever la main. Mais normalement, je l'ai assez décomposé pour que vous ne soyez pas perdu. Alors, on a une clé à molette, un boulon, mais il manque de quoi fabriquer quelque chose. Troisième point, donc boulon, clou, vis ou ce que vous voulez, on va parler de stratégie. Et là, vous allez m'aider un petit peu, notamment à définir ce qu'est une stratégie. Parce qu'on en lit tous, hein, les 48 lois du pouvoir, Sun Tzu et compagnie. Stratégie, on l'entend partout, tout le temps. Mais c'est quoi une stratégie? Et vous savez que j'ai totalement oublié de vous demander, de vous poser la question traditionnelle. Avec quelle question êtes-vous venu à ce séminaire? On va le faire après. Alors, on continue sur la stratégie. Et à la pause, vous me listerez les questions avec lesquelles vous étiez venus aujourd'hui. Stratégie. Je vais donner la priorité à Arnaud, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Pour moi, la stratégie, c'est prendre assez de recul pour faire les bons choix. On va avoir assez de recul. Ok. Roland. Un plan d'action. La stratégie, c'est un plan. D'accord. Oui, Anthony. Chercher les meilleurs moyens à mettre en œuvre pour obtenir un résultat précis. Chercher les meilleurs moyens à mettre en œuvre pour... Ok. Définir ses buts. Ok. Et les moyens d'y arriver. Ok. Une dernière réponse. Arnaud. Clarifier ses objectifs. Ok. Quel est le point commun à ces 4 ou 5 réponses? Le plan, objectif et résultat. Clarté, objectif. La finalité. Non. C'est conscient, c'est stratégique. Voilà. Le point commun à ces 4 réponses, enfin 10 réponses si on compte les 6 réponses d'Arnaud, dis-le plus fort pour tout le monde. Dans toutes les réponses, c'est stratégique et conscient. Tout le monde cherche consciemment à aboutir à un objectif. Et un séquencement, plusieurs étapes. Une stratégie, ça peut être inconscient. On part tous d'un postulat, d'un a priori, d'une espèce de chose qu'on trouve évidente, qu'on pense évidente, et qu'une stratégie, c'est forcément conscient. C'est réfléchi. Conscient, réfléchi, conscient. Ce qui est conscient, c'est la tactique. Ce qui est conscient, c'est la méthode, avant qu'elle devienne intériorisée et inconsciente. Les vraies stratégies sont inconscientes pour la bonne et simple raison que les objectifs qu'elles vous servent à poursuivre, puisque sans objectif, pas vraiment besoin de stratégie quelconque, pour la simple et bonne raison que les objectifs qu'elles vous servent à poursuivre le sont tout autant inconscients. Et c'est là qu'on va se rapprocher des fameux aliens dont je vous parlais au début. Je répète, la stratégie consciente, en gros vos 5 ou 6 réponses, là c'est de la tactique. C'est de la méthode. C'est un plan, c'est Hannibal Smith, un plan se déroule sans accroc. Ce qu'on appelle stratégie, en sciences humaines, c'est forcément inconscient puisque les objectifs que vous poursuivez le sont tout autant inconscients. Pensez aux 2 ou 3 dernières fois où quelqu'un vous a questionné à froid sur 1, ce que vous vouliez, et 2, ce que vous avez mis en place pour y parvenir. Généralement, c'est une question qu'on n'aime pas.
C'est une question qui est très désagréable parce que ça nous met devant un fait qu'on n'aime pas voir. Ce fait, c'est quoi? C'est qu'on adore dire qu'on sait où on va. En pratique, c'est de l'instinct. C'est masqué sous une grosse couche de détermination, de plein de choses qu'on va voir après. Et donc, par fierté, pour ne pas se sentir trop con, on prend une posture. Et on dit, mais bien sûr, que mon objectif, c'est, comme je vais te l'expliquer dans quelques secondes, mon objectif, c'est donc de, bien évidemment, et là, vous fabriquez votre objectif. Vrai ou pas vrai? Comme disait, je sais plus qui à propos de la poésie, en disant les gens ont de la poésie une idée si vague que ce vague même est la poésie. Vous avez une idée de vos objectifs, et moi aussi, parfois si vague, que ce vague même sert d'objectif. Donc ce que je suis en train de vous dire, pour finir ce troisième petit bullet point du point 1, c'est que ce que vous pensez être souvent une décision venant de l'intérieur, de votre cœur, de votre âme, en votre âme et conscience, toutes ces belles expressions, bien souvent a une origine totalement extérieure. C'est ce qu'on va appeler dans le point numéro 4, l'insémination. Petite question, c'est un rapport avec le secret agenda. C'est un peu la même chose. Le secret agenda, c'est ce que les filles veulent de toi à long terme mais qu'elles ne te disent pas. On peut être conscient ou pas forcément. On est sur un niveau plus analytique. Le secret agenda, c'est un peu le résultat de ce qui se passe à la fin. Là, on a tout démonté la mécanique et on a chaque pièce une par une et on essaie de voir comment s'en servir à son profit. Secret agenda, on en est victime. Tu sais pas ce que la fille veut, puis tout à coup, elle te dit, bah écoute, je pars 1 an en Australie, j'ai fait tous les papiers, mais on reste en contact. Mais nous aussi, on a des secrets agenda. Bien sûr. Mais là, on voit comment on en prend conscience. Point suivant. Donc, j'arrête ma métaphore de la clé, du boulon. Je pense que vous avez compris. Je peux la laisser tomber. Okay. Autorisé versus autorité. Alors, pour ceux qui ont quitté l'école depuis longtemps, comme moi, chaque point a un rapport avec le précédent. C'est pas totalement sur une ligne horizontale. Évidemment que chaque point est une progression par rapport au précédent. Donc, je viens de vous dire que vous alliez vous faire inséminer dans les prochaines minutes. Non, rassurez-vous, ça a déjà été fait depuis longtemps. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est comment on se fait inséminer, afin que vous découvriez si vous l'avez été ou pas. Et pour ça, il faut que vous compreniez comment se créent les préférences et les objectifs. Et pour ça, il faut que vous compreniez la différence entre autorisé et autorité. Une personne autorisée et une personne d'autorité, c'est quoi à votre avis? Ce n'est pas des questions pièges. Parfois, la réponse peut être complètement évidente. Qu'est-ce qu'une personne d'autorité? Et qu'est-ce qu'une personne autorisée? Anthony. Il y a un certain pouvoir par rapport aux autres. Lequel? Autorisé ou autorité? C'est pas la même chose. L'autorité, c'est le pouvoir. Une personne d'autorité a du pouvoir. Elle peut faire référence aussi. Il peut y avoir une notion de référence, alors quelqu'un d'autorisé, on lui a donné le pouvoir et il va l'exercer parce qu'il est à cette place. Alors qu'il n'a pas forcément les connaissances pour l'exercer. L'autorité a une légitimité objective. L'autoriser, c'est à titre personnel. Je l'autorise à m'apporter quelque chose. L'autorité, c'est pas reconnu par tout le monde par rapport à l'autorisé, par rapport à une personne. Là, en ce moment, j'ai de l'autorité sur vous. Est-ce que j'ai de l'autorité sur un agent de police qui me met un PV? Pour moi, la différence, c'est que c'est une question de d'où vient le choix. L'autorité, il fait son choix de façon indépendante, et l'autorisé a besoin d'une validation extérieure pour faire son action. L'autorité a besoin d'une autorité pour être autorisé. C'est un jeu d'acteurs. Dans tous les cas, il y en a un qui agit et l'autre qui subit. Mais c'est la même chose. Alors, non, c'est pas la même chose. Une personne d'autorité, une personne qui possède l'autorité, on va dire pour aujourd'hui que c'est une personne qui a le pouvoir sur vous de vous donner une injonction. Autrement dit, c'est une personne à qui vous reconnaissez un pouvoir sur vous. En France, un policier est une personne d'autorité. Normalement, si vous êtes normalement constitué, vous lui reconnaissez un certain pouvoir de nuisance si vous le faites chier. Dans un faubourg de Bogota, je ne suis pas certain qu'un policier soit une personne de beaucoup d'autorité. Il doit en mourir une quinzaine par jour. Et je ne pense pas que tous les coupables soient poursuivis pendant des années. OK pour autorité? Autorisé maintenant. Autorisé, c'est une personne dont vous allez soit rechercher
le conseil ou l'injonction, soit ne pas le rechercher, mais le recevoir quand même et lui donner du crédit, soit les deux. On va prendre un exemple très simple, ne vous inquiétez pas. Si je dépasse une limitation de vitesse et qu'un policier me dit ralentissez, est-ce qu'il est dans l'autorité ou l'autorisé ? Il est dans l'autorité. Si, et je vous dis ça parce que je fais un stage de pilotage lundi après-midi, si dans mon stage de pilotage lundi après-midi, le type qui sera assis à ma droite me dit ralentissez, j'ai payé ce stage, donc je veux du conseil de cette personne pour m'apprendre à piloter. Est-ce qu'il est d'autorisé ou d'autorité ? Il est les deux. Il est d'abord autorisé et en plus d'autorité. C'est ça la différence. La différence, c'est que dans les deux cas, je ralentirai pareil. Mais dans un cas, je n'ai pas sollicité le conseil, il me vient du dessus, il me tombe par-dessus, c'est l'autorité, c'est le policier qui me dit ralentissez. Dans le deuxième cas, j'ai accrédité a priori cette personne à me dire des choses que je vais écouter, dont je vais tenir compte. Aujourd'hui, vous m'avez tous, par votre présence ici, par le fait que vous avez fait une action pour être là, vous avez payé, vous êtes attentif, vous êtes studieux, vous m'avez confié une autorisation. Vous m'avez autorisé à vous enseigner quelque chose. Tous ceux d'entre vous, enfin ceux d'entre vous qui ont fait un relooking avec moi, par exemple, m'ont autorisé. Et si vous avez remarqué, quand je donne un conseil à quelqu'un qui essaye un truc dans la même boutique et qui ne m'a rien demandé, il n'écoute pas. Le même conseil. Quelqu'un qui est en train d'acheter la mauvaise chose, à la mauvaise taille, ou dans la mauvaise couleur, ou quelque chose qui ne lui va pas, il peut m'arriver vraiment de me dire, mais ce type va perdre 500 € en achetant ce truc. Je ne veux pas qu'il perde, ça m'énerve qu'il perde cette somme. Je vais lui dire que ça ne lui va pas. Il ne m'a pas autorisé, il ne m'écoute pas. Enfin, c'est flagrant. Autorisé et autorité, ce sont les deux conditions nécessaires et suffisantes pour créer chez vous ce qu'on va appeler une préférence. Les deux ensemble Les deux ensemble. Les deux ensemble. Si vous autorisez quelqu'un, mais qui n'a aucune compétence, aucun pouvoir et donc aucune autorité, bon, bah, vous allez l'autoriser, mais c'est comme papa, apprends-moi tout sur les femmes. Oui, écoute, mon garçon, donc, tu vois, moi j'ai eu que ta mère. Il n'a pas d'autorité. Tu l'autorises. Il est autorisé, mais il n'y connaît rien. Mais tu vas quand même écouter. Oui, mais est-ce que son avis va être une préférence qui va se muer en objectif ? C'est pas certain. Et si tu as que cette si tu as que cette référence-là, si tu n'écoutes que cette référence-là. Ah mais à un moment, tu vas en avoir une autre pour comparer. Tu vas te rendre compte que ton père, c'était un guignol. Autoriser plus autorité. Donc entraînez-vous à repérer comme ça dans les conseils que vous avez entendus récemment qui vous aviez autorisé à vous donner ce conseil et qui avait de l'autorité et qui avait les deux. Les deux ensemble, ce sont deux conditions nécessaires et suffisantes pour créer ce qu'on va appeler une préférence. Et une préférence, si personne ne vous en dissuade entre-temps, va inévitablement finir par devenir quoi ? Un objectif. On peut avoir un exemple ? Oui, dans la partie 2. Là, en fait, je fais volontairement les trucs un peu durs, un peu théoriques au début, comme ça, après on est débarrassé, on fait autant d'exemples que tu veux. Quand tu dis créer une préférence, c'est bien créer une préférence dans la tête de celui qui écoute. Oui, bien sûr, bien sûr. Si vous êtes en présence de ces deux conditions, donc autorisé plus autorité, alors vous vous êtes fait inséminer une pensée étrangère en vous comme un alien. Attention, je vais te donner un exemple. C'est toi qui veux un exemple ? Je vais te le donner, je ne vais pas te faire attendre la partie 2, je vais te le donner. Si en présence des deux conditions autorisée et autorité, alors vous vous êtes fait inséminer une pensée étrangère en vous comme un alien. Tout le monde a vu Alien ? Ouais. Donc c'est un truc Sigourney Weaver, elle l'a dans le bide, et en fait elle ne le sait pas parce qu'elle le sait que quand il est sur le point de sortir. Attention, danger, c'est indolore et vous n'allez le sentir que quelques minutes, quelques semaines, je ne sais pas, avant l'accouchement. Ça peut être par deux personnes différentes. Ah non, il faut que ce soit la même. Deux exemples, tiens, je t'en donne même deux. Tous les ingénieurs, là, je me compte aussi dans le lot. Pensez-vous
tous que ce soit un choix parfaitement conscient, ou ne pensez-vous pas avoir été en présence de quelques personnes que vous avez autorisées à vous conseiller, à qui vous avez accordé de l'autorité, qui ont inséminé en vous une espèce de préférence pour cette voie, préférence qui s'est mise en objectif parce que personne ne vous en a dissuadé. Et j'ai un exemple qui est très simple, puisque c'est un exemple sur quelqu'un qui est dans cette pièce. Raconte qu'on a fait donc le Dream Job, comme tu avais pris l'option VIP, donc on s'est parlé plusieurs fois au téléphone après, où je t'ai un peu suivi pendant tes demandes. Et raconte le coup de manager, tout ça. En fait, pendant les différents entretiens que j'ai pu avoir, tous les entretiens qui se passaient mal, c'était pour des postes de manager, justement. Donc j'en ai discuté avec Stéphane, et en fait, il m'a simplement dit que je n'étais pas du tout fait pour être manager. Non, alors ce qui est intéressant, c'est pas ce que je t'ai dit, c'est que tu étais persuadé que tu voulais être manager. Oui, mais j'avais pas fini l'histoire. Ah, et pardon, excuse-moi. Et en fait, notre directeur d'école m'avait évidemment dit, comme tous les directeurs d'école, Directeur d'école, autorisé et autorité. que nous étions l'élite de la nation et que nous étions faits pour être de futurs managers. Et ça, depuis la première année. T'as fini ? Oui. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est que peux-tu donc valider avec moi que tu étais persuadé que c'était ton choix d'être manager ? Tout à fait. C'est bon pour l'exemple ? Oui, tu avais dit qu'il y en avait deux. Ah bah oui. Bah, le premier, c'était les parents qui veulent que tu sois ingénieur, et là, c'était apparemment le directeur d'école qui inséminait, puisque l'école est on choisit son école normalement. Donc en la choisissant, on lui délègue une certaine forme d'autorisation. On autorise quelqu'un quand on va le voir spécifiquement, quand on le paye, quand on le choisit, quand on le sollicite. Votre école, vous l'avez choisie, et cette personne choisie, donc cette personne autorisée, par le biais de son représentant ultime qui est le directeur, donc personne d'autorité, vous insémine une graine, tu seras manager parce que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et si vous ne rencontrez personne entre-temps, par là, qui vous en dissuade, si personne ne vient casser ça, la préférence se mue en objectif. Objectif dont vous n'êtes pas conscient que ce n'est pas le vôtre, et là vous mettez en place des stratégies oui, j'ai vu 2 doigts là se lever. Julien. Est-ce qu'il y a forcément pas des conséquences, mais un côté insidieux à ce mécanisme-là? Est-ce que c'est forcément dans quelque chose qui va mal se dérouler pour toi? Parce que c'est pas ton objectif. En général, ça se passe pas très bien. Parce que, alors, je suis pas psy, je ne prétends pas l'être, mais tu sais qu'on a un moi et un surmoi, etc. Il y a une partie de toi, peu importe que ce soit le surmoi, le moi ou l'inconscient, je ne veux pas le savoir, il y a une partie de toi qui n'est pas complètement tarée et qui va tirer la sonnette d'alarme. Il y a une partie de toi qui va te faire échouer. On va dire il y a 80-90% de toi qui va tendre vers cet objectif pensant que c'est le tien, et tu as une partie de toi qui va buller, branler, être en retard, foirer les rendez-vous, tout faire pour rater. Regarde, d'ailleurs, Pierre-Yves, qui est un garçon intelligent, a foiré tous ses entretiens de manager. Tu fais des objectifs qui se développent en opposition de l'inverse de ce mécanisme, qui a des conséquences mauvaises. C'est pareil, lui ou l'inverse, c'est pareil en fait. C'est soit la personne est autorisée d'autorité, soit tu l'exècres tellement et tu lui retires tellement. Tu as l'impression que son autorité est tellement noire et pourrie que tu fais blanc pour faire l'inverse. Ça peut être des pensées négatives. Ça peut être. Oui, ça peut être les femmes sont dangereuses. Tu seras plus personne. Oui, ou t'es une salope. Quelqu'un est dangereux pour vous dans la mesure où il a de l'autorité et où vous l'autorisez. Si vous lui retirez une de ces 2 composantes, normalement, vous avez votre ceinture de chasteté. Mais dans le fait d'autoriser, il y a quand même un choix qui est fait. Qui est fait au départ et qui peut donc impacter la préférence finale. Bien sûr. Mais au moment où tu autorises, quelqu'un, tu n'es pas tout à fait conscient de ce qu'il va te dire. Un architecte. Tu achètes une maison, tu prends un architecte, tu autorises cette personne. Si en plus tu t'es un peu renseigné que la personne a une certaine compétence, machin, tu décrètes qu'il y ait d'autorité. Tu n'as aucune garantie sur ce qu'il va te faire à la fin. À la fin, il va faire que tu vas penser avoir vraiment envie d'avoir des murs en verre.
Si personne t'en dissuade, tu vas vraiment avoir envie d'avoir des murs en verre. Parce que lui, il a envie de te mettre des murs en verre parce qu'il bosse avec une boîte chez qui il est commissionné qui fait du verre. Ça fuse là, les questions d'un coup. Là. La personne qui dissuade, en fait, elle peut aussi t'orienter sur un autre objectif. C'est-à-dire, c'est quoi l'intervention juste qui va permettre d'être dans ces objectifs à soi? C'est exactement ce que je suis en train de vous faire. Je suis en train de vous décomposer le mécanisme par lequel vos parents... Mais vous avez tous oublié le thème du séminaire ou quoi? C'est ce que vos parents auraient dû vous dire. Je suis en train de vous décomposer... Je suis en train de vous décomposer le mécanisme par lequel on vous a inséminé des objectifs que vous croyez vôtres, qui en fait sont souvent le fruit d'une espèce de bug du cerveau, qui, quand on lui met autorisé et autorité, poum, il bug et il dit allez-y, remplissez-moi. On prend aussi le risque de remplacer une insémination par une autre. Bah oui, évidemment. Tu peux sauver quelqu'un d'une falaise et le balancer dans la falaise à côté. Une infirmière peut te sauver la vie et t'injecter du poison. Oui. Donc la meilleure chose... Ça fuse là, mais qu'est-ce qui se passe? Pardon, la meilleure chose, c'est que la Je personne... regarde l'heure à laquelle vous avez votre pic d'énergie, comme ça me servira pour la prochaine fois. 11h25, d'accord. La meilleure chose, c'est que ce soit nous, la personne qui dissuade. En fait, qu'on se dissuade nous-mêmes. Ouais, mais ça, c'est un truc de malade. Bah, si on prend le recul déjà de voir, de comprendre le mécanisme. Ouais, mais moi, j'arrive pas à me dissuader moi-même. Hein. Si tu arrives, félicitations. Mais... Oui, Anthony. Et dans les boutiques, quand on vient sans idée préconçue, et qu'il y a quelqu'un qui fait oui, ça vous irait bien, ça. C'est autorisé ou autorisé? Ah, mais ça dépend des fois. Ça dépend si tu autorises Si on accorde du crédit le vendeur à te conseiller et si tu lui reconnais une certaine autorité. Alors s'il est mal fringué, Bah, imagine, tu dois acheter un truc super cher et tu as Karl Lagerfeld ou je sais pas, ou Oswald Boeing ou n'importe qui te donne un conseil. Il est autorisé, il est d'autorité? il est autorisé parce qu'il a... Non, tu l'as pas demandé. Il est d'autorité. Dans le métier, oui. Est-ce que tu l'autorises à te donner un conseil? Normalement, oui. Peut-être que non. Tu vois? Tu as deux leviers, en fait. Alors, je vais avancer un petit peu, à moins que vous n'ayez encore des questions. Parce que là, j'ai 10 pages et on est à la page 1, hein, quand même. Là. Juste pour... Mais après, c'est moins théorique. Hein. Je vous ai dit, je vous mets le pain noir au début, et après, ça va s'alléger. Personne n'est noyé, là? Personne ne veut se suicider, sortir de la pièce en courant? Non, c'est bon? Ok. Ça va, j'ai bien décomposé, c'est clair quand même. Okay. Alors, transition. Je résume. Les stratégies, donc, c'est ce que nous faisons inconsciemment. Je n'ai pas utilisé le mot au hasard, j'ai dit inconsciemment. Dire que les stratégies, c'est ce qu'on fait au hasard, serait dire qu'il n'y a aucune rationalité. Ça serait évidemment faux. Dire qu'elles sont inconscientes, c'est dire autre chose. C'est dire qu'il y a bien une rationalité. Vous n'avez pas fait des choix totalement idiots. Pierre-Yves ne voulait pas devenir manager par hasard. Mais il y a une rationalité limitée. Donc vous avez déjà probablement entendu cette phrase sans la remettre en cause, puisqu'elle fait partie de ces phrases qui sonnent comme une espèce de sentence inamovible. Savoir où l'on va, c'est savoir d'où l'on vient, blablabla, blablabla, blablabla. Ok, vous l'avez tous entendu? Bon. C'est vrai, mais c'est trop large, c'est trop creux, et c'est trop mou pour être d'une quelconque efficacité concrète. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que, 1, vous avez tous certainement plusieurs petits aliens dans le ventre dont vous ignorez l'existence. 2, ces aliens sont des préférences devenues avec le temps des objectifs dont vous êtes intimement persuadé que ce sont les vôtres, propres. Et 3, vos actions et vos réactions dans des situations données sont calées, réglées sur la poursuite de ces objectifs. Le meilleur moyen de débusquer, et là on va faire une petite pause et ensuite on va passer à la deuxième partie, le meilleur moyen de débusquer ces aliens va être de faire exactement comme dans le film Alien, c'est-à-dire, comment ils font? Non, pour les chercher, pour les tuer. Avant de les capturer. Les détecter, comment ils font? Non, pas dans le premier. Non, ils suivent leurs traces sur le sol.
Vous voyez, vous n'avez pas les traces de bave là sur le sol du vaisseau? Et au début, ils font comme ça. Et l'équivalent dans votre vie, ça va être quoi? Vous n'allez pas suivre des traces de bave par terre, vous allez faire quoi? Suivre les traces qu'ils ont laissées dans votre passé. Les récurrences. Première petite pause, 5 minutes. Donc voilà, dès qu'on revient, on part à la chasse aux aliens en débusquant les traces qu'ils ont laissées dans votre passé. Et ne me dites pas que ça, c'est pas un bon trailer pour vous donner envie de revenir. À tout de suite.